Merci de rester fidèle à Equinox Télévision. C'est la grande édition du 20h qui démarre à l'instant. À la une de ce journal, affaire d'atteinte à la pudeur sur les réseaux sociaux impliquant un journaliste et une adolescente. Le REDAC accuse le gouvernement de n'avoir pas mis en place des mécanismes de contrôle et de protection de la jeune fille. La directrice exécutive du réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale s'est exprimée face à la presse cet après-midi. Vous l'écouterez dans ce journal. Et en Côte d'Ivoire, la prison à vie pour Guillaume Soro. La justice de son pays l'a condamné pour insurrection et atteinte à la sûreté de l'État. Ce verdict intervient dans un contexte d'apaisement espéré des Ivoiriens avec le récent retour de Laurent Gbagbo. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Nous vous le disions en titre, affaire de mœurs qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale accuse le gouvernement de n'avoir pas mis en place des structures d'encadrement et de protection de la jeune fille. Ce manquement serait à l'origine de nombreuses violations de la dignité de la jeune fille. On voit tout cela dans ce reportage de Aïk Cyril et Théophile Tchouke. On n'a pas fini de parler de la sextape qui fait grand bruit au Cameroun depuis quelques jours, que le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a déjà trouvé et identifié les responsables de cette scabreuse affaire. Le REDAC tient pour responsable l'État du Cameroun qui n'a véritablement pas mis en place des politiques concrètes et légales de protection de la jeune fille et de la femme. Pour le REDAC, ces pratiques qui portent atteinte à la dignité de la femme sont d'autant plus ignobles qu'elles deviennent récurrentes au Cameroun. Cela devient inquiétant dans notre pays, dans les lieux bien connus de la capitale économique et politique, voire l'extrême nord. Tout le monde sait que les jeunes filles et les femmes, en plus d'être marginalisées, sont devenues les objets sexuels dans des batailles des mafieuses et des railleries. Le REDAC condamne avec sa dernière énergie toutes ces violences faites aux femmes et ces abus sexuels sur jeunes filles et sur jeunes femmes. Dans une sortie officielle à Yaoundé, le gouvernement, par la voix du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a condamné ces abus sexuels perpétrés sur de jeunes filles. Mais le REDAC attend mieux qu'une simple condamnation de la part des pouvoirs publics. On attend du ministre ou de la ministre et du gouvernement camerounais de mettre en place des mécanismes réels, légaux, de protection de la jeune fille et de la femme. En interpellant les pouvoirs publics, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale ne cache pas son intention d'œuvrer afin que les droits des jeunes filles et des femmes soient préservés au Cameroun. Et comment en est-on arrivé à la publication des photos et vidéos affichant la nudité d'une adolescente qui aurait été abusée par deux individus à la moralité jugée peu recommandable? Élément de réponse dans ce reportage que signe Kedjara. C'est le 16 juin dernier que l'affaire se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des photos et vidéos de 2 secondes dans laquelle on voit un couple s'adonner à des plaisirs sexuels. Si le visage de la fille y est très bien exposé, il faut dire que l'émetteur de la sextape prend la peine de cacher le sien. La scène, comme on le voit dans les images devenues virales, se déroule dans le bureau de Martin Kamumim, célèbre commentateur sportif. Tout de suite, la toile s'enflamme et l'homme des médias est taxé par beaucoup comme étant l'homme sur la vidéo. Des accusations qui vont conduire le patron de Radio Sport Info à faire une mise au point dans laquelle il se dédouane de toutes ces accusations. Sauf que la mise au point n'aura pas l'effet escompté. Les internautes ont au fait de la qualifier de mensongère. Les arguments du commentateur sportif sont battus en brèche, surtout que quelques heures seulement après le début du scandale, des langues commencent à se délier. C'est d'abord Ide Demaga, une Camerounaise très introduite dans le monde associatif, qui fait un direct sur sa page dans lequel elle accuse Martin Kamumim d'attouchement, proposition indécente et harcèlement. Le 17 juin, un autre témoignage est publié sur la page de Harold Ketchemen, jeune écrivain camerounais.
C'est celui de Patricia Bakalak, une autre Camerounaise installée en Occident. Elle accuse Martin Camus des mêmes faits, notamment attouchement et harcèlement sexuel. L'affaire, désormais baptisée affaire MCM, des initiales du journaliste, prend une autre tournure. Des féministes, telles que Minou Cristal, rentrent en jeu et font pression sur l'homme des médias. Les activistes rentrent également dans la danse et réclament des excuses publiques, mais surtout qu'un procureur puisse se saisir de l'affaire. Face aux dénonciateurs, un camp secret, c'est celui des soutiens à Martin Camus Mime. Il est composé d'acteurs de cinéma, d'artistes musiciens, d'hommes des médias et d'autres leaders d'opinion qui apportent leur soutien aux journalistes et crient au complot. Le 18 juin, Martin Camus Mime est reçu sur une chaîne de télévision où il aborde la question pour se dédouaner. Une fois de plus, son passage irrite certains followers qui le qualifient de pédant et suffisant. Dans la foulée, un Wilfried Ete qui rentre dans la scène. Il est restaurateur, proche du monde de la mode. Il fait une sortie sur son compte Facebook pour endosser la responsabilité du tournage et du partage de la vidéo et demande pardon à l'opinion publique. Au lieu que la sortie calme les ardeurs des Camerounais, elle rajoute de l'huile sur le feu. Les soutiens de Martin Camus Mime commencent à le lâcher, surtout que ce dernier avait affirmé dans sa mise au point ne pas connaître le couple présent dans la vidéo. La version des faits de Malika, la jeune fille dans la vidéo, est publiée sur la page de Boris Bertol et encense un peu plus l'opinion. D'autres témoignages de harcèlement sexuel sont également publiés sur les pages. Les activistes maintiennent la pression et un collectif d'avocats avec à sa tête Maître Dominique Fousse se constitue pour la défense de Malika. Quant à Martin Camus Mime, il se terre un peu plus dans le silence. Ses amis et connaissances continuent de le lâcher et de faire rétropédalage. Les publications faites sur son mur à titre de démenti disparaissent, certainement masquées ou supprimées par lui. Si tout le monde lâche Martin Camus Mime, il faut dire que Jean de Dieu Momo, avocat au barreau du Cameroun et ministre délégué auprès du ministre de la Justice, continue de le soutenir mordicu. Le scandale est si grave que les partenaires du journaliste, notamment les entreprises et sa maison d'édition, condamnent l'action et se désolidarisent de lui. Finalement, le 23 juin, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille donne un point de presse dans lequel elle condamne la diffusion des vidéos, sans dire si des poursuites seront engagées contre des contrevenants. Face à la pression, le ministre délégué finit par retirer son soutien, lui également, à Martin Camus Mime. Ce 24 juin, une plainte est déposée pour publication d'images indécentes et humiliantes par le collectif Fousse au TPI de Douala Bonanjor contre les personnes suspectées. C'est donc là le début d'une bataille judiciaire, d'une affaire qui a bouleversé l'opinion au Cameroun. Et sur cette affaire de mœurs, le collectif des avocats de la défense de la jeune adolescente impliquée au centre de ce scandale a déposé une plainte contre le journaliste et compagnie impliqués dans ce feuilleton. Je vous propose de suivre l'un des membres de ce collectif d'avocats. Aux publications d'images indécentes et humiliantes de notre cliente, Dame Malika Bayemi, aux délégations tendant à faire croire qu'elle serait une inconnue d'une part, d'autre part, qu'elle serait membre d'une organisation visant à détruire la notoriété d'une personnalité de la République, que nous venons ce jour de saisir le TPI de Douala Bonanjor d'une citation directe contre des personnes suspectées d'être impliquées, et nous travaillerons à ce que la vérité soit dite dans le respect des principes d'équité. Le choix de la citation directe tient dans le souci de notre organisation de voir l'instruction de cette affaire être menée sereinement, surtout qu'il n'a échappé à personne, c'est de
derniers jours qu'une autorité, de qui à minima le silence était attendu, s'est empressé de prendre fait et cause pour une des personnes poursuivies, suggérant même de façon explicite que pour les faits tels que délivrés à l'opinion, aucune infraction ne pourrait être retenue. Dans un tel contexte supposé de fragilisation du parquet et soucieux de mener à bien notre mission, le choix de la citation directe des particuliers, c'est-à-dire de la convocation directe devant le tribunal sans intervention du ministère public, s'est donc imposé à nous. Nous osons affirmer que nous avons confiance en la justice camerounaise. Par ailleurs, vous avez noté depuis ces derniers jours une déferlante de création tout azimut de comptes Facebook attribués à Dame Bayemi Malika, lui imputant au passage des vidéos, photos inconvenantes et mettant sous son compte des propos qu'elle aurait tenus auprès ou en direction des personnes connues. Nous avons déjà pu identifier formellement 2 des personnes qui agissent ainsi sur le sol camerounais et 6 autres sur le plan international. Comme vous le savez, il s'agit des infractions en rapport avec la cybercriminalité que nous ne pouvons laisser prospérer. Des procédures sont donc en train d'être finalisées contre les auteurs camerounais. Dans la même veine, une consoeur du barreau de Paris, Maître Marie-Claude Edian, et un confrère du barreau de Virginie aux États-Unis en la qualité de Maître Brice Fosso, ont accepté de nous prêter main forte pour des procédures à initier contre les protagonistes de l'étranger, notamment en France, au Canada et en Angleterre. Des poursuites pourraient être initiées dans d'autres pays au fur et à mesure de l'identification des cybercriminels. Un point sera fait en temps utile. Et vous venez de suivre la réaction d'un des membres du collectif d'avocats de la défense de la jeune adolescente au centre d'un scandale sexuel dans la ville de Douala. Autre sujet d'actualité, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans un immeuble flambant neuf au lieu dit Terminus dans l'arrondissement de Douala 2e. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les flammes dont l'origine reste pour le moment inconnue. Malgré les dégâts matériels importants enregistrés, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Je vous propose cette réaction du chef de bataillon Kadré Abdiel, commandant le 2e groupement de sapeurs-pompiers. Aux environs de 15 heures, nous avons été alertés pour un feu ici à Terminus BBR, un feu de bâtiment. Immédiatement, les engins de lutte contre l'incendie se sont déportés sur le site. Et à l'arrivée des secours, nous constatons un feu dans un bâtiment de 7 étages, un sous-sol. Au niveau du sous-sol, avec propagation à l'ensemble du bâtiment, propagation à travers les gaines techniques. C'est un bâtiment à usage mixte, hébergement, commerce, snack bar et bureau. Actuellement, 5 engins d'incendie et de lutte contre l'incendie sont déployés. Une soixantaine de personnels sapeurs-pompiers sont en action, en manœuvre. Les reconnaissances sont en train de continuer et en termes de bilan humain, il n'y a pas de perte en vie humaine. Nous avons enregistré une victime, personne tombée de sa hauteur due à l'émotion et en perte matérielle enregistrées à ce moment, elles sont très importantes.
Lutte contre les drogues et stupéfiants, 5 hectares de cannabis détruits à Batiam et 3 suspects en exploitation. Ils seraient les principaux fournisseurs de cette drogue aux bandes armées qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. On fait le point dans ce reportage de Raphaël Tieko et Vivien Tonfac. Le groupement mobile d'intervention de Bafoussam suit les traces des cultivateurs de cannabis à Batiam, dans le département des Bamboutos. Malgré l'état piteux de la route, le commissaire divisionnaire Barga et ses hommes n'abdiquent pas. Au bout de cette peine, les voici à Bamelou, un quartier de Balégang, où dans cette vaste plantation d'environ 5 hectares est dissimulé du cannabis entre du maïs. Les hommes en tenue vont se charger de la récolte de ce stupéfiant. De même, 3 personnes dont une femme sont interpellées. Au terme de la récolte, certains peuvent alors pousser un ouf de soulagement. C'est fini? Non. Il y en a encore? Il y a encore. Pourtant, ils étaient loin d'être sortis de leur peine. Car sur le chemin retour, ils vont se heurter à ces barricades posées sur la voie publique par des inconnus. Avec l'aide de quelques villageois, la route est dégagée. La moisson est ramenée vers un lieu où elle sera gardée pour être présentée aux autorités. Cette opération s'inscrit en effet dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la région de l'Ouest, mais également dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest voisines. Des renseignements dignes de foi, faisant état de la découverte d'un grand champ de culture dans le département de Bamboutos, plus précisément dans l'arrondissement de Batiam, dans un village appelé Bamelu, où se trouve aujourd'hui un grand champ de culture de cannabis. Nous sommes donc descendus sur les lieux, sur l'institution de M. le délégué régional de la Sûreté nationale de l'Ouest. Ce qui nous a le plus remarqué ici, c'est la proximité. Ce champ est situé à proximité des zones de crise. Quand nous voyons des pistes qui jonchent ce sang, nous avons l'impression que les sécessionnistes viennent se ravitailler. Nous voulons donc tuer le mal à la racine. Les assauts répétés des sécessionnistes puissent s'arrêter parce qu'ils viennent s'abreuver pour commettre des forfaits de part et d'autre, y compris les grands bandits des grands chemins qui écument nos grandes villes du pays. Nous allons nettoyer ce village. Nous commençons d'abord à détruire ce champ. Le groupement mobile d'intervention de Bafoussam promet d'intensifier la lutte contre la culture de ce stupéfiant, très prisé par des gangsters qui terrorisent la population. Parlons à présent de cette saisie de boissons périmées au quartier Kassalafam à Newbel. En image, l'important stock de près de 3000 bouteilles de bière et 1000 canettes périmées vient d'être saisi par la brigade de recherche de Douala 1 et la brigade territoriale de Newbel-Nkololoun. Ces produits périmés seraient importés d'un pays asiatique et dédouanés au port de Douala selon la tenancière du dit entrepôt. Elle confirme mener cette activité dangereuse pour la santé depuis plus de 6 mois. Et le corps sans vie d'une enseignante retrouvée dans sa chambre au quartier explosif, c'est à Bafoussam 1er. La famille de Dame Ndassi Thérèse, en service à l'école publique de la gendarmerie, était sans nouvelles d'elle depuis le vendredi 18 juin dernier. D'autres précisions avec Leclerc Saken. Consternation dans cette cité située au quartier explosif dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Derrière cette porte, en tenue d'Adam et Ève, le cœur sans vie de Dame Ndassi Thérèse, la quarantaine sonnée. L'enseignante d'école primaire a été retrouvée morte dans sa chambre. Les inquiétudes des membres de sa famille sont parties des appels téléphoniques sans suite. Depuis vendredi, j'appelle, elle ne prend pas le téléphone. Mais je me dis que c'est un problème de réseau. Après, ma petite soeur se met à battre. Elle me dit que maman, on a couché l'homonyme de maman. Et quand on l'appelle, elle ne prend pas le téléphone. On appelle partout, on dit qu'elle n'est pas, Hier soir, j'appelle ma grande soeur qui est sa nourrice. Je dis que maman, on n'arrive pas à joindre Thérèse. Et on appelle sa voisine Diane. Le numéro de Diane ne passe pas. On dit que bon, c'est un problème de réseau. Maintenant, Diane envoie le message que moi-même, je ne l'ai pas vu. C'est là où on commence à avoir peur.
Il était peut-être 19h30. Comme moi, je suis loin, à Badenkop là-bas. J'appelle ma grande soeur très tôt le matin. Elle envoie ses enfants. Les enfants me disent que maman, on voit la lumière à la maison. Et comme elle m'envoie souvent, j'ouvre la porte avec le cadenas. Il n'y a pas le cadenas sur la porte. Attendez, j'appelle son mari parce que là où elle habite, là, comme vous voyez, c'est là où elle habite pour fréquenter, pour enseigner, parce qu'elle est enseignante ici à l'école publique de la gendarmerie. Quand j'appelle maintenant son mari dit qu'elle n'est pas ici. Directement, j'ai dit que Ange, cassez la porte, cassez la porte. Une fois la porte défoncée, la réalité est choquante. Ah, je casse la porte, j'entends, c'est moi comment j'entends de crier. Je dis que c'est pas possible, j'appelle encore. S'il y avait un symptôme, elle devait nous dire que peut-être elle ne se sent pas bien. Sur les circonstances de cette disparition subite, le mystère plane. Que s'est-il passé entre la nuit de lundi à ce mercredi que Dame Dassy parte sans crier garde? Elle répondait bien au téléphone. Ce qui se passe, c'est seulement un écart de quelques jours ici là. On ne sait plus ce qui s'est passé. Il y a une voisine qui témoigne que l'avoir vue lundi soir. Son mari habite à Banja avec elle, mais elle est ici parce qu'elle enseigne. Les éléments de la police du 6e arrondissement se sont immédiatement déportés sur les lieux pour le constat. L'enseignante, dont la famille est basée à Banja, vit ici dans l'exercice de ses fonctions. Le week-end, elle retourne en famille, sauf que cette fois-ci, elle est partie pour un voyage sans retour. Le secteur de l'élevage de plus en plus touché par la pandémie de coronavirus. Les activités ont connu une chute drastique de plus de 10%. Le constat a été fait ce jour par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Le docteur Taïga était en visite de travail dans la capitale économique. On fait le point dans ce reportage de Steve Eboulé, Georges Mitterrand et Sedingding. Avec plus de 165 milliards d'apports au PIB camerounais et 30% de revenus au monde rural, le secteur de l'élevage se positionne comme un pilier de l'économie nationale. Un pilier qui a connu un ébranlement significatif du fait de la pandémie de coronavirus qui a entraîné une baisse globale du secteur économie de près de 10%, frappant de plein fouet les éleveurs. Ce secteur d'activité a connu beaucoup de difficultés. Vous vous souvenez qu'au début, il était question de distanciation sociale, du fait qu'il fallait éviter les contacts avec certains types d'animaux, ainsi de suite. Lorsque vous vous déplacez, que vous allez acheter les aliments, vous allez dans les provenderies, vous deviez toujours être en contact avec les gens. Donc la période du corona était une période de baisse d'activité et même les clients à un moment donné étaient un peu dubitatifs. D'où la question de la relance du secteur de l'élevage qui a mobilisé le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales en visite de travail dans la capitale économique. Le docteur Taïga a tenu à rassurer les professionnels du domaine quant à la relance prochaine. Je suis là pour faire la promotion de l'import substitutionnel. Je suis là pour faire la promotion du Made in Cameroun. Je suis là pour faire la promotion des nationaux qui ont la lourde tâche de produire plus, de produire mieux. Donc, il faudrait qu'on produise davantage. Et je rentre satisfait de l'étape de Douala. Je rentre satisfait parce que j'ai vu des promoteurs engagés dans la production. J'ai vu des promoteurs avec des outils innovants. Relancer le secteur, oui, mais en usant de techniques adéquates, tant dans l'élevage que dans la distribution. Autant d'outils apportés aux professionnels du domaine afin d'optimiser leur productivité. Apporte quelque chose d'abord de technique. Maintenant, on ne va pas contribuer à la fluctuation des prix. C'est sûr que le Covid nous a aussi impacté dans ce sens que le prix de l'œuf diminuait au temps fort de cette pandémie, vu que bon, le marché était fermé, les gens n'achetaient plus, les bistrots, les cafétérias, tout était fermé, donc il y avait beaucoup moins de consommation, mais la poule pond ses œufs, donc il fallait bien les liquider. Le secteur va très mal et la descente du Minépia vient un peu nous donner un peu comment je peux dire, de l'espoir, du tonus, parce que beaucoup de promesses nous sont faites. Le gouvernement est là pour nous accompagner, on a cette assurance. Nous attendons juste que ce soit vraiment effectif. Autant de promesses d'action qu'espèrent les professionnels de l'élevage afin d'impulser le Made in Cameroun. Vous l'avez certainement remarqué, depuis 4 jours, les départs ou les arrivées des passagers à l'aéroport international de Douala ne se font plus normalement. En nocturne, des vols au départ sont retardés alors que les avions qui devraient atterrir sont déroutés ailleurs.
Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le ministre des Transports explique que la perturbation dans l'exploitation de l'aéroport international de Douala est due à un dysfonctionnement du balisage lumineux de la piste. Le ministre Ngalé Bibéré indique que les services de la SECNA travaillent activement pour un retour rapide à la normale. Préparer la jeunesse au leadership de la résolution pacifique des litiges pour une société exemplaire, des acteurs de la société civile tiennent un programme de formation en vue d'équiper ces jeunes. Donald Briskamgan. Des régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'extrême nord, l'est, ont suffisamment montré à quel point la prévention des conflits peut éviter les crises graves dans un État. C'est l'esprit de ce programme initié par la Fondation Friedrich Ebert et mis en œuvre avec des organisations de la société civile à l'intention des jeunes leaders. Il fallait qu'aussi on apprenne à les jeunes leaders le droit de l'homme dans une situation de crise. On a regardé des choses comme le Covid-Gate aussi, le droit de l'homme et la corruption aussi, les Nations Unies, comment les Nations Unies ça fonctionne et les institutions de droits de l'homme aussi au Cameroun. Ils sont formés pour promouvoir les droits de l'homme dans leur environnement de vie, mais surtout pour être des modèles de respect de ces principes dans leur future fonction. Parce que si on ne lutte pas contre la culture de l'impunité, dès que quelqu'un arrive au pouvoir, ce sera difficile pour eux de mettre les droits de l'homme avant. Mais si tant que le jeune commençait à réfléchir, à sachant qu'il doit respecter les droits de l'homme, dès qu'il arrive au pouvoir, dès qu'il est quelque part, il doit quand même toujours respecter les droits de l'homme. Ce sont des leaders de syndicats, leaders d'associations, jeunes leaders politiques et de la société civile qui prennent par la formation. Beaucoup y voient un moyen de défendre leurs droits. Dans le cadre des étudiants, nous faisons face au chantage généralement dans le milieu estudiantin. Si on équipe la jeune femme, on lui dit qu'en fait, tu as le droit de dire ceci, de dénoncer cela. C'est déjà la jeunesse que nous sommes en train de former. Dans l'exercice de mes fonctions tous les jours, nous faisons face aux questions des droits de l'homme, aux violations flagrantes des droits de nos citoyens. Je crois que la formation que nous avons reçue, ou alors que nous avons commencé à recevoir depuis hier, nous permettra d'avoir les outils pour pouvoir faire face, pour pouvoir apporter du répondant à certaines autorités administratives ou alors à certaines autorités autres que sur le plan administratif qui parfois tentent de violer les droits des citoyens que nous sommes. Financé par l'Union européenne, le programme rassemble une trentaine de jeunes, entre autres modules, la connaissance des organismes de défense des droits de l'homme, les structures nationales, africaines et onusiennes en la matière. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, condamné à perpétuité par le tribunal criminel d'Abidjan. L'ancien Premier ministre et 19 de ses proches sont accusés d'avoir orchestré une insurrection civile et militaire avec pour but de destituer le président Alassane Dramane Ouattara. On voit tout cela dans ce reportage de Gladys Sidi. Il a été condamné par contumace car en exil en Europe. C'est loin du palais de justice d'Abidjan que Guillaume Soro a appris le verdict. La prison à vie pour l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il était poursuivi pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, diffusion de fausses nouvelles et trouble à l'ordre public. Force reste à la loi, c'est la justice qui a triomphé et vous êtes rendu compte que les faits ne sont pas des faits imaginaires, ce sont des faits réels. Son avocate Afoussi Bamba, exilée également, écope de 20 ans de prison, tout comme son directeur de protocole. Et les militaires de sa garde rapprochée pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, ils ont, eux, comparu lors du procès entamé le 19 mai. Devenu Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale entre 2012 et 2019, Guillaume Soro était accusé d'avoir fomenté un complot pour renverser du pouvoir Alassane Ouattara en décembre 2019. Ses avocats dénoncent une justice à la solde du pouvoir. Nous sommes tombés en plein pied dans la justice inférieure à l'exécutif. La sanction du président Soro Guillaume est celle qui a été prédite, souhaitée et préjugée par le chef de l'État. C'est des justices vindicatives, c'est des justices au sol des gens pour régler des comptes. La justice ivoirienne a aussi ordonné la confiscation des biens ainsi que la dissolution de son mouvement Génération et Peuple Solidaire. Depuis son exil, Guillaume Soro rejette totalement ces verdicts,
qu'il qualifie d'inique, prononcée en dehors de toutes les règles de droit et dictée uniquement par les considérations d'ordre politique. Selon lui, il n'est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter un coup d'arrêt au projet politique dont il est porteur afin de l'écarter définitivement du jeu politique en Côte d'Ivoire. Il indique que ce procès aura démontré une fois de plus la compromission de l'appareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire au diktat de l'exécutif. Et sur le chemin de la CAN, nous retournons à la prison de Robben Island où des milliers de Noirs furent détenus et torturés durant des années. La pratique du football leur avait permis de transcender leurs peines et douleurs. Robben Island fut plus qu'une école de vie pour les nationalistes sud-africains. Les bons souvenirs de Robben Island, c'est avec Jean Pochouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Siyakala sicela ukuthula kulo lonke lakhiweyo abawethu sicela ukuthula emhlabeni abawethu kulo lonke lakhiweyo. One of the things that is difficult for me to comprehend is that we spent such a long time here. J'étais latéral gauche au Gunner Football Club. As a left back, je jouais au poste d'attaquant à Monon Football Club. A striker. J'étais défenseur central chez les Hotspurs FC. Center back. Fermé en 1996 et transformé en musée national, puis inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999, la prison de Robben Island reste chargée d'histoire pour les citoyens noirs sud-africains qui y avaient été incarcérés pendant plus d'une vingtaine d'années. De Nelson Mandela et bien d'autres militants de l'African National Congress aujourd'hui décédés ou rescapés encore en vie. Leur séjour à Robben Island n'était pas que torture et humiliation, mais aussi et surtout des moments de réjouissance autour d'un ballon de foot. Tous prenant très au sérieux leurs initiatives et projets, avec notamment la création d'une fédération sportive, la Makana Football Association, chargée de gérer 24 clubs, dont les plus célèbres mobilisaient des supporters, avec des duels à tous les niveaux. Les rencontres entre Monon FC, les Gunners FC et les Hotspurs étaient de véritables derbys, dignes de grands championnats drainant une foule de supporters. Les duels entre les Gunners et Manon, des instants magiques. Avant la prochaine affiche, toute la prison était en ébullition. Par la force du foot, les pensionnaires de Robben Island avaient réussi à créer leur petit paradis dans un environnement pourtant hostile à leur épanouissement au départ, réussissant même l'exploit d'embarquer les gardiens de prison dans cette aventure qui finalement faisait vibrer tout le pénitencier. Pour l'équipe de Manon, c'était une obsession de battre à tout prix les Gunners. It was a given that Manon must beat Gunners. Toutes les veilles de match, Gunners Manon, personne ne pouvait fermer l'œil. De 30 minutes de jeu qui leur était accordé au départ, le régisseur de la prison de Robben Island lâcha du zeste et leur accorda un peu plus de temps de jeu, permettant même au futur chef de l'État Jacob Zuma de démontrer tout son talent de défenseur central. Une chance que n'avait pas eu son prédécesseur Nelson Mandela, tenu à l'étroit, loin du stade de foot. À Robben Island, le foot avait transformé tout le monde, des gardiens de prison. Ils s'impliquaient à fond et grâce aux règles du jeu, ils découvraient les talents individuels. Les gardes prisonniers attendaient vivement le prochain samedi foot.
Au-delà du football, le président de la Makana Football Association et ses compagnons de lutte rêvaient bien de liberté et leur participation à la construction d'une société sud-africaine de démocratie, de justice, d'égalité de chances pour tous, comme le déclarait Nelson Mandela. Ainsi, les militants de l'ANC sur l'île de Robben Island poussent plus loin leur folie, concevant discrètement une ébauche de la constitution de leur pays. Et ironie du sort, Dick Gang Mozeneke, à sa sortie de prison, fera partie du comité national de conception et de rédaction de l'actuelle loi fondamentale, en vigueur en Afrique du Sud. Là, c'est l'ébauche d'une première constitution que j'ai rédigée dans ma vie. J'ignorais qu'en 1983, je ferais partie du comité national de rédaction de l'actuelle constitution de l'Afrique du Sud. Plusieurs années après leur libération, pratiquement tous les détenus de Robben Island restent nostalgiques d'un passé qui leur a permis de se faire une nouvelle vie, fut-il dans une prison de haute sécurité. Non, je ne rentrais pas à la maison. Pour moi, j'allais être libéré pour une destination inconnue. C'était émouvant de partir. Pour des instants douloureux vécus, ce fut insupportable en raison de notre proximité. Au finish, Robben Island leur avait tout donné et tout enseigné, notamment l'endurance, le stoïcisme, la patience, la confiance en soi, la force mentale, le rêve d'une justice vraie et l'espoir et bien d'autres valeurs pour s'en tirer à bon compte dans une vie où les plus forts n'hésitent pas à opprimer les plus faibles. J'étais choqué à mon départ de Robben Island. J'y laissais pratiquement une partie de moi. La franchise des gens que je connaissais, à savoir les habits. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Des icônes comme Mandela sont partis. Mais ces souvenirs demeurent éternels. Plus qu'un centre de détention arbitraire, Robben Island, c'était toute une école de vie pour des milliers de militants de l'ANC, principale force politique, aujourd'hui au pouvoir en Afrique du Sud, depuis plus de 20 ans. Who could imagine that? Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et un public reportage dans ce journal, les parlementaires de la commission TIC de l'Assemblée nationale ont visité les locaux de Orange Digital Center à Douala en vue de s'enquérir des difficultés que rencontre l'opérateur et de téléphonie dans la stabilisation du réseau et de ses services. Reportage. Des députés de la nation dans les locaux d'Orange Digital Center à la direction commerciale de l'entreprise citoyenne à Douala. Il s'agit des honorables Albert Nzoukoulins, Julien Barra, Joshua aussi, Peter William Andio, de la commission TIC, venus chez Orange pour une session de travail sur les perturbations observées sur le réseau de télécommunications au Cameroun. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui le téléphone marche très mal au Cameroun. Ce n'est plus le temps de l'analogie. Dans les années 1980, peut-être que tu vas encore 80-90, pour avoir la tonalité au téléphone, il fallait se lever de bon matin. Mais aujourd'hui, quand même, avec le numérique, les communications sont instantanées. Pourquoi elles sont plus instantanées aujourd'hui? C'est qu'il y a un problème. Au cours des échanges avec les cadres de la boîte, des précisions vont être apportées afin que des solutions soient trouvées aux problèmes de réseau et de services, entre autres. Ils nous ont approchés dans le cadre de leur tournée pour avoir des échanges, des éclaircissements sur un certain nombre de sujets, notamment sur les services, les coûts, les fonctionnements techniques. C'était des échanges à bâton rompu, comme il s'en tient assez régulièrement. Nous avons recensé et on ira vers ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de travailler avec ces opérateurs-là.
nous allons aussi tenir des réunions avec eux pour que nous trouvions une solution. Parce qu'en réalité, tout problème a une solution. Durant leur bref séjour dans la boîte, les parlementaires ont également visité les espaces de travail et le matériel de pointe mis à la disposition des jeunes adeptes de la fabrication numérique au sein du Digital Center d'Orange, Cameroun. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Auto et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Les brasseries découvertes à Newbel il y a quelques semaines, maintenant c'est de la bière qui vient de l'étranger qu'on a retrouvé une fois de plus à Newbel. Décidément, Newbel, dans le 2e arrondissement, devient au centre une nouvelle brasserie, comme on l'a dit la dernière fois, à Newbel. Il faut dire, Serge Alain Auto, que le 2e arrondissement de la ville de Douala détient la palme d'or de la contrefaçon des produits ou des spiritueux. Ce jour, 3000 bouteilles de bière et 1000 canettes périmées ont été saisies par la brigade de recherche de Douala et la brigade territoriale de Newbel, Kololone. Il faut rappeler que ces produits viennent d'un pays asiatique. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Serge Alain Auto. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.